Salut à tous, on se retrouve pour la troisième partie et dernière partie des arches fatidiques Vashtor. On va voir ce qui va se passer entre Vashtor et Be'lakor, c'est là où on était resté. Je vous rappelle, juste avant de commencer, que l'intégralité des 3 vidéos qui font ce bouquin-là, en fait, était disponible en une seule vidéo pour les gens sur Tipeee. Donc voilà, si vous avez aussi envie de moins attendre entre chaque vidéo, eh bien, n'hésitez pas à passer sur Tipeee. Ça me permet aussi, moi, de vivre de mon travail, tout simplement, et de continuer à vous faire des vidéos. Alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, bien sûr, on a les forces de Be'lakor qui sont venues s'interposer par rapport aux forces de Vashtor qui luttent elles-mêmes contre les Dark Angels sur le roc. On a Azrael qui a réussi à s'extraire inopinément de l'étreinte mortelle de Vashtor. Et eh bien, les Dark Angels, eux, sont quand même chez eux. C'est un peu plus facile de défendre leur place forte que d'attaquer leur place forte. Donc ils profitent de la confusion pour se rassembler. Ce qui se passe aussi, c'est que, étant donné que Vashtor est pris dans le combat avec Be'lakor, eh bien, il ne peut plus parasiter en fait le réseau Vox, et c'était quelque chose qui était vraiment dommageable pour les Dark Angels puisqu'ils ne pouvaient pas en fait se coordonner dans leurs attaques. Donc maintenant que Be'lakor occupe en fait toutes les fonctions cérébrales de Vashtor, eh bien les Dark Angels peuvent récupérer un instrument de communication. Azrael reprend le dessus, reprend sa place de maître de chapitre et va motiver en fait les troupes en les exhortant à se battre encore une fois jusqu'au bout pour tout ce qui est juste pour l'honneur du chapitre, pour défendre l'impérium de l'humanité et puis détruire les hérétiques, tout simplement. Alors Vashtor, pendant ce temps-là, lui, il a fait en sorte de rappeler tous ses serviteurs pour venir lui prêter main forte. Parce qu'en face de lui, il a Be'lakor, et autant Azrael, c'était un adversaire qui pouvait se permettre de prendre en 1 contre 1, Be'lakor, il a un petit peu plus de doute, hein, forcément. Donc, il a demandé à ses serviteurs de venir, et on a toutes ces forces qui sont en train de libérer, en fait, les Dark Angels de leur pression pour prêter main forte, justement, à Vashtor. Et ça change beaucoup de choses, parce que les Dark Angels, ils se retrouvent dans une situation de contre-offensive. À partir du moment où ils ne sont plus en train de défendre eh bien, la porte sans nom et tous leurs secrets, ils peuvent passer à l'attaque, passer en mode contre-offensive, et puis les renégats, eux, sont juste en train de lutter pour leur vie. Alors c'est très difficile parce que eux-mêmes, étant donné qu'ils sont du chaos, eh bien, au sein des différentes forces, ils ont du mal à savoir si l'hérétique qui est en face de lui, c'est un allié qui est avec Vashtor, ou alors du coup il est avec Be'lakor, et il y a beaucoup en fait d'adversaires d'amis plutôt, enfin pas d'amis, mais de forces en fait qui sont censément alliés, qui se tirent dessus et qui s'annihilent, sauf les Dark Angels. Les Dark Angels, évidemment, eux reconnaissent leurs alliés, tout ce qui n'est pas Dark Angel doit mourir, et ils réussissent comme ça à purger facilement en fait toutes les salles du roc. Alors ça va prendre du temps, on sait que une immense forteresse comme le roc, eh bien tous les hérétiques peuvent se cacher dans plein de petits recoins, donc on sait que ça peut avoir des conséquences sur le long terme, mais toujours est-il que pour l'instant, eh bien ils reprennent l'ascendant. Alors maintenant, on va se focaliser un petit peu sur le combat entre Vashtor et Be'lakor. Donc on commence avec une première attaque de Vashtor qui est contrée par Be'lakor. Alors Be'lakor, ce qu'il a utilisé comme pouvoir, c'est tout simplement sa capacité à se dématérialiser, en fait, se transformer plus ou moins en fumée et puis réapparaître comme bon lui semble. Donc une sorte de téléportation ou une sorte de dématérialisation plutôt. Donc bien évidemment, Vashtor, lui, il se bat avec plutôt les lois de la physique, malgré tout. Donc, il va pouvoir essayer de contrer les choses, mais c'est assez difficile parce que là où il pense contrer l'attaque de Be'lakor, eh bien, l'épée de Be'lakor se dématérialise et puis va réapparaître autre part. Donc, c'est un ennemi qui est très difficile à combattre, mais malgré tout, Vashtor possède une compréhension complète de la physique, et dès qu'il y a la moindre variation moléculaire de pression ou du warp, etc., eh bien, il le ressent. Et c'est ce qui lui permet en fait de faire jeu égal avec Be'lakor dans ce combat, parce qu'il réussit à parer in extremis la lame de Be'lakor. Même cette lame qui est censée passer à travers les objets, eh bien, elle ne traverse pas la défense de Vashtor. Donc on est sur une sorte de combat un petit peu où chacun va utiliser de ses armes. Malgré tout, eh bien, c'est assez difficile de voir qui va l'emporter. Je me demande qui va l'emporter à ce moment-là. Vous-même, je pense que vous vous demandez aussi qui va l'emporter. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire
pour faire votre pronostic, même si moi j'ai quand même ma petite idée, je pense que vous aussi. Donc Be'lakor va frapper, Vashtor va esquiver, va essayer de contre-attaquer, mais c'est assez difficile parce que Vashtor en fait l'enveloppe d'une zone d'ombre, donc une zone de fumée tout autour de Vashtor qui noie en fait ses sens, étant donné que Vashtor va quand même utiliser des sens physiques pour réussir à voir en fait Be'lakor. Et bien comme il est dans l'ombre, et bien il n'y a plus de signaux, donc il n'arrive pas à les interpréter et il est un petit peu en difficulté. Et il sait malgré tout que sa forme physique a des limites, elle a des contraintes matérielles, et puis Be'lakor vient lui mettre des petits pics, un coup à gauche, un coup à droite, et il sait que le temps joue contre lui et que forcément il y a un moment donné où il va se retrouver un petit peu vaincu. On se retrouve un petit peu comme dans le combat entre Azrael et Vashtor, où Azrael savait que si le combat allait perdurer, il allait être mis en défaite. C'est à peu près la même chose pour Vashtor. Malgré tout, Vashtor, il a la hargne en lui, il a la rage, et ça fait alors des siècles qu'il façonne en fait ce plan, et le voir mis comme ça en déroute par Be'lakor, ça lui donne une énergie, un petit peu l'énergie du désespoir, et il va utiliser en fait tout ce qu'il a autour de lui. Alors ce qu'il a autour de lui, c'est quand même plutôt bien pour lui, parce que c'est ni plus ni moins que la forteresse incroyable du roc. Donc première chose, il va utiliser en fait les boucliers Void, il va réutiliser l'énergie des générateurs Void pour les intégrer à sa propre âme, pour créer une sorte de bouclier. Et oui, alors si vous avez vu Evangelion, on peut comparer ça à un AT-Field. Donc il se crée une sorte d'AT-Field que Be'lakor ne peut pas traverser. Ensuite, il va utiliser aussi toutes les armes qui sont à sa disposition, et dans bien sûr le combat qui mêle en fait les trois parties, bien sûr vous avez beaucoup de choses qui sont utilisées, et Vashtor va réutiliser ses armes pour les rediriger contre Be'lakor. Donc Be'lakor se prend des volées de missiles. Alors Be'lakor, lui, il les voit arriver, il cherche à les éviter, et en fait Vashtor, il va créer une sorte de séquence dans ce lancement de missiles et dans les impacts, et Be'lakor, lui, va profiter en fait de ces espaces où il ne va pas être touché par un missile pour réapparaître. Et c'est exactement à ce moment-là que Vashtor avait calculé sa frappe avec son marteau, et il lui décolle un uppercut de marteau dans la mâchoire, ce qui fait voler Be'lakor au loin. Donc Vashtor pense qu'il peut gagner, et du coup, il reprend confiance en lui. Donc du coup, il s'autorise un petit rire. Malgré tout, évidemment, Be'lakor le voit d'une autre façon. Il se redématérialise, et au final, il transperce Vashtor avec sa lame, des reins, donc si on imagine qu'il y a des reins mécaniques dans Vashtor, jusqu'à la gorge. Et en fait, là, Vashtor se sent vaincu, et il utilise en fait toute la rage intérieure, toute son énergie intérieure pour déverser une sorte de générateur à plasma, tout ce qu'on peut imaginer de force motrice, d'électricité, d'énergie physique, pour la déverser directement à travers l'épée dans Be'lakor. Et on voit Be'lakor crier de douleur. Donc on s'approche d'un match nul quand même, hein. On a Vashtor transpercé en deux par l'épée, on a Be'lakor brûlé par le feu du plasma incandescent. Et encore une fois, il n'y a pas de finalisation sur ce combat. Et oui, vous êtes déçus, mais vous le saviez, hein, personne n'y croyait vraiment. En tout cas, moi, j'y croyais pas non plus. Mais voilà, ils se regardent, Be'lakor rigole malgré tout, alors que on voit que sa forme physique a vraiment souffert. C'est le moment, en fait, où vous avez toujours ce combat où les adversaires, ils s'empalent l'un l'autre, pourrait simplement qu'il y en ait un qui achève l'autre. Mais non, ils se regardent comme ça, et ils commencent à rediscuter à nouveau en disant « Ah, de toute façon, alors Be'lakor se moque de Vashtor en disant « Mais tu n'es qu'un dieu de pacotille, t'as pas compris que ton plan était irrémédiablement détruit grâce à mon intervention, tu crois simplement que je suis venu t'embêter là, mais en fait, regarde ce qui arrive. » Et ce qui arrive, c'est les forces de la croisade Indomitus qui viennent directement prêter main forte, évidemment, au Dark Angel, et mettre fin à tout ce que pouvait imaginer Vashtor, parce qu'il sait qu'avec déjà ses propres forces mises en difficulté par celles de Be'lakor, plus les Dark Angels qui en prennent du poil de la bête, plus les renforts impériaux, ça signifie qu'en fait il va pas pouvoir réussir à accomplir son plan et à récupérer l'artefact manquant. Donc c'est déjà que le plan est voué à l'échec. Malgré tout, on voit que dans cette rage-là, Vashtor va puiser encore une fois toute sa puissance de contrôle mécanique et va envoyer toutes les armes du secteur sur Be'lakor. Donc Be'lakor, lui, en fait,
il voit que ça arrive, donc il sent qu'en fait la situation lui échappe. Bon, il est quand même assez dangereusement blessé, il sait aussi que lui-même, en fait, sa forme physique est faible, elle peut succomber, et il cherche à se téléporter. Donc il rappelle quand même à lui toutes ses forces, et puis il essaie de disparaître dans un nuage de fumée, mais juste avant, son enveloppe se trouve criblée, parce que Vashtor a été plus rapide que le rituel de Be'lakor, et on se retrouve avec un Vashtor presque coupé en deux, et puis un Be'lakor dont la forme matérielle est en train de se faire déchiqueter alors qu'il disparaît. Et c'est le cas en fait pour toutes les forces qui étaient avec Be'lakor, même celles qui étaient vaincues, donc aux grandes dames en fait des maisons de chevaliers de chez Raven, parce qu'en fait eux ils voulaient purifier justement tous les chevaliers corrompus de la maison Corvax qui sont issus de la maison Raven, j'espère que vous en rappelez, et en fait les voir disparaître en fumée comme ça devant eux, eh bien ils peuvent pas exercer leur vengeance autant qu'ils le voudraient, et c'est vraiment très frustrant pour la maison Raven. C'est aussi frustrant pour Be'lakor parce qu'il sent bien que la bataille est perdue et que il va falloir laisser tomber. Et il y a un moment donné où il se dit bon, comment je peux faire pour quand même réussir à récupérer cet artefact, et puis au final il se dit bon, j'ai quand même des choses plus pressantes à gérer, ça j'aurai tout le temps de le gérer plus tard. Il rappelle en fait sa funeste flotte, et avec ce qu'il en reste, à savoir l'arche fatidique, l'Aurak Unleashed, qui malgré tout est en mauvaise posture mais n'est pas encore détruite. Il réussit à se téléporter à bord, et puis on enclenche les moteurs, on va vers le point de translation warp, et puis on réussit malgré tout à s'échapper. Donc le Roc ne la poursuit pas, pourquoi? Parce que lui-même est en mauvaise posture. C'est assez difficile, et puis les vaisseaux qui vont malgré tout essayer de poursuivre l'arche fatidique sont quand même assez faibles par rapport à une arche fatidique. On se rappelle, ça fait des centaines de kilomètres, et bien malgré les bordées, etc., ils n'arrivent pas à les détruire suffisamment à temps pour que Vashtor ne puisse pas s'échapper. Et voilà, donc Be'lakor parti dans le warp, Vashtor parti dans le warp dans son arche fatidique. Alors ensuite, ça ne s'arrête pas là, hein, l'histoire continue un petit peu. On a deux plans, deux séquences un peu finales. Donc première séquence finale, on a les captifs en fait des Dark Angels, parce que les Dark Angels, vous savez qu'ils aiment bien faire des prisonniers pour pouvoir les interroger, leur soutirer des informations. Et on a donc la description d'un Space Marine du chaos qui s'est fait, qui se fait interroger. Donc il y a quelques exemples de différentes tortures. Bon, c'est des tortures qu'on peut imaginer assez facilement, et qui ne sont pas non plus trop gore pour que ça puisse passer pour tout le monde quand on lit à ses enfants le soir, parce que oui, vous pouvez lire les arches fatidiques à vos enfants pour les bercer le soir. Et bien, simplement, privation d'essence, donc c'est-à-dire que le Space Marine se trouve enchaîné dans une cellule dans laquelle il n'y a aucun sens, donc il est dans un vide. Tout d'un coup, une lumière et un son très fort que ses sens post-humains, justement, ont du mal à interpréter. Et puis voilà, interrogation, douleur intense, et puis voilà, on continue comme ça pendant des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines. Et puis, en fait, à un moment donné, eh bien, la question est toujours la même. Enfin, la question revient à chaque fois, c'est pourquoi avez-vous attaqué le Roc? Ah, parce que vous êtes des loyalistes, enfin, etc. Mais pourquoi vous avez attaqué le Roc, etc., etc. Et puis, le Space Marine du chaos finit par donner les informations. Donc, il dit, bah oui, on a suivi Vashtor. Vashtor voulait récupérer un artefact. Cet artefact va lui permettre de forger une clé, mais on ne sait pas ce que c'est. Douleur, etc. Ment-il, ne ment-il pas? En tout cas, toutes les informations sont toujours les mêmes, et le chapelain investigateur qui interroge les différents prisonniers a toujours les mêmes informations. Donc du coup ça nous fait un faisceau de preuves pour essayer de déterminer ce qui se passe vraiment. Et puis la question qui revient souvent, c'est où est Be'lakor? Où est parti? Alors non, pas Be'lakor, où est parti Vashtor, pardon. Où est parti Vashtor? Où s'est-il enfui? Et puis les Space Marines n'ont pas la réponse en fait, parce qu'ils ne savent pas, étant donné qu'ils ont été capturés, ils ne savent pas où Vashtor a pu s'en aller. Et un jour, sans qu'on sache pourquoi en fait, il y a un des Hereticus Astartes qui a la réponse à cette question, où est parti Vashtor? Et même lui en fait ne sait pas pourquoi il a la réponse, il ne sait pas comment il connaît cette information, mais tout d'un coup il a cette information et il ne peut pas s'empêcher en fait de la donner aux loyalistes. Donc c'est assez intéressant, et cette information c'est que Vashtor est parti dans les étoiles de Somnium. Alors bien sûr, les Dark Angels se posent la question, pourquoi tout d'un coup les Hereticus se mettent à avouer cette chose-là, tout en sachant que tous se mettent à l'avouer en fait. Donc bien sûr, il y a plusieurs Space Marines qui sont interrogés en même temps, ils n'ont pas d'informations partagées, ils n'ont plus de notion du temps, ni de l'espace, ni de... Voilà, donc ils ne peuvent pas se coordonner, et malgré tout, tous ensemble, ils se mettent à avoir cette information-là, et cette information-là est toujours donnée. Donc les Dark Angels se posent la question, est-ce que c'est un piège? Comment se fait-il que cette information vienne à nous
nous, alors que normalement, on aurait dû l'interroger encore plus. Hein. Normalement, un Space Marine du chaos va résister encore plus longtemps à la torture, donc il ne devrait même pas donner ces informations, c'est assez dur. Et là, en fait, tous se mettent à table, bizarrement. Alors, la question, elle reste entière, c'est est-ce qu'on utilise cette information, est-ce qu'on l'ignore? La question, du coup, elle va être portée à Azrael, on va redonner l'information à Azrael, et c'est Azrael qui va prendre la décision. Mais qu'on ne sait pas encore, mais on devine. Allez. Et le dernier plan, ça se passe avec Abaddon. Et oui, heureusement, parce qu'Abaddon, je trouve qu'il a été mis un petit peu en retrait jusqu'à présent. Donc ça fait plaisir en fait de le revoir. Donc on a Abaddon qui attaque un poste du Mechanicus. Il détruit beaucoup de serviteurs. Et en fait, tous ces serviteurs, ils sont détruits pour essayer de faire une sorte de rituel qui va permettre à une incarnation de Vashtor de renaître. Donc c'est une sorte de téléportation de l'âme de Vashtor ou de réincarnation de l'âme de Vashtor pour qu'il puisse communiquer directement avec le maître de guerre. Donc le maître de guerre lui pose la question, lui dit bah alors, je croyais que tu savais que la causalité était pour toi et que tu pouvais récupérer le dernier artefact pour qu'on puisse justement forger la clé pour me donner mon arme et que toi ça te permette de faire l'ascension. Je croyais que tu maîtrisais tout, comment c'est possible? Et en fait là Vashtor lui répond mais oui mais c'est ta faute en fait, c'est un de tes fidèles, Be'lakor, c'est Be'lakor qui t'a pas su museler en fait ton chien et puis il a contrecarré mes plans. Alors Abaddon se dit bah écoute je vais m'occuper de Be'lakor. Donc là il y a toujours cette ambiguïté où moi j'avoue que c'est un domaine où je maîtrise pas trop les tenants et les aboutissants. J'ai du mal à conceptualiser les jeux de pouvoir justement entre le fléau et puis Be'lakor. Il y a quand même une sorte de, évidemment Be'lakor, il se sent pas assujetti à Abaddon, mais malgré tout Abaddon se dit ok je vais m'occuper de son cas, t'inquiète j'en fais mon affaire. Donc là encore c'est assez flou, mais c'est ce qui permet aussi des machinations et puis des retournements de situation. Donc là le retournement de situation c'était que évidemment Vashtor ne récupère pas sa clé, surtout que ça va être maintenant très difficile parce qu'Abaddon lui dit bah écoute maintenant que le bouclier a été réactivé, maintenant que tu ne possèdes plus l'arme colossale, vous savez hein, la super arme qui avait détruit l'égide de la Gorgone, à savoir le bouclier impénétrable du roc, ce qui le rend justement plus ou moins impénétrable, et bien cette arme a été détruite dans le combat, c'est impossible de la refabriquer, donc que va-t-il se passer? Et en fait, c'est là que c'est intéressant, parce que Vashtor se dit, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci en fait, tout est géré, étant donné que qu'est-ce qui va se passer? J'ai transmis en fait aux formes biomécaniques. Alors les formes biomécaniques, ils parlent des Space Marines, et il leur a transmis l'information de l'endroit où est forgée la clé. Et l'endroit où est forgée la clé, c'est bien sûr les étoiles de Somnium. Donc c'est un des points cruciaux de la suite de l'aventure de Warhammer 40 000. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la clé est en train d'être forgée, et tous les adeptes en fait de Vashtor, au fur et à mesure, eh bien, intègrent tous les éléments qui sont récupérés. Alors, on a une information, on a 70% de la clé qui est forgée, donc on peut mettre un petit, 70% avant l'apocalypse. Malgré tout, on est certain que l'artefact qui est présent dans le roc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas ce que c'est, d'accord? Même Abaddon le sait, mais ne veut pas le dire, en fait. Il n'ose pas prononcer le nom de cet artefact incroyable qui est la clé, la troisième élément fatidique de cette arme. Donc, sans elle, on est certain que la clé ne va pas fonctionner, et donc Vashtor, son plan, c'est justement d'avoir transmis en fait l'information aux Héréticus et Astartes. Donc là, on revient sur quelque chose que je vous disais dans une deuxième vidéo, où je vous disais que peut-être Vashtor avait la possibilité de manipuler le mécanisme humain, et en fait là, c'est ce qu'il dit, c'est le biomécanisme. Donc le biomécanisme, on imagine un corps humain tout simplement, ou post-humain, peu importe, mais en tout cas, il a cette capacité-là, ce qui est prouvé de par son interaction. Alors tout en sachant même qu'il réussit à avoir une influence dans des prisonniers du roc, alors qu'il a encore l'égide de la Gorgone. Là, je pense que, alors honnêtement, je sors un peu du cadre, mais je pense que ça va trop loin, parce que s'il est capable de donner ou de transférer une information, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, il modifie la connaissance, les neurones de la mémoire des Space Marines pour leur donner cette information dans une cellule du roc. Waouh, c'est que peut-être il est aussi possible d'ouvrir les portes, de débrancher les boutons et puis de faire en sorte que tout explose et qu'il libère son artefact magique. Hein, bon, franchement, là je trouve que ça va un petit peu loin, c'est un petit peu trop tiré par les cheveux. Bon allez, admettons, on continue l'aventure. Donc le plan de Vashtor, c'est tout simplement d'avoir donné cette information, et en fait,
qu'est-ce qu'il dit à Abaddon? Il dit, il y a deux possibilités maintenant. Soit les Dark Angels, eh bien, se disent que c'est une fausse information, que c'est un piège, et donc du coup, ils ne vont pas y aller, ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'ils ne vont pas aller à l'endroit où est forgée la clé, ce qui est très bien. Et si jamais, et c'est ce qui est le plus probable, parce que les Dark Angels, en fait, maintenant, ils sont mus par la vengeance, c'est au cœur de leur chapitre, ils vont forcément vouloir venir terminer le travail et se venger, et surtout en savoir plus, en apprendre plus, parce que c'est cette soif de connaissance encore que maîtrise Vashtor et qui est au sein du chapitre des Dark Angels. Les Dark Angels, ils luttent parce qu'ils ont soif de connaissances, ils veulent savoir les secrets des déchus, ils veulent qu'on ne connaisse pas leurs secrets. Donc au final, eux-mêmes, ils alimentent plus ou moins Vashtor, et c'est un chapitre qui est intimement lié à la magie, plus ou moins, ou au pouvoir de Vashtor. Donc Vashtor sait que les Dark Angels vont venir pour la vengeance, pour les informations, pour le savoir, et c'est ce qui va causer leur perte, parce qu'ils n'auront même pas besoin d'aller chercher le roc va venir directement à eux. Et après, autre chose, c'est, Abaddon lui dit, oui mais attends, le bouclier va toujours être là, et là, quelque chose de très intéressant, c'est que Vashtor dit, oui mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Ils vont tellement avoir à cœur de protéger leur artefact, c'est qu'ils vont emmener leur artefact avec eux. Donc là, qu'est-ce qu'on imagine tout de suite? Vous connaissez, il y a les rumeurs avec le primarque Loyalist qui revient. Est-ce que c'est lui qui est... En tout cas, on nous le laisse penser. Honnêtement, si on lit un petit peu entre les lignes, c'est ce qu'on nous laisse penser. Alors, est-ce qu'on nous le laisse penser pour que justement on se dise, bah oui, ça va être ça? Ou alors est-ce que c'est une fausse piste? Parce qu'il y a ça maintenant, et ça c'est vraiment très séduisant. On nous met un petit peu des fausses pistes, on va imaginer quelque chose, et en fait, non, au final, c'est quelque chose qu'il y a derrière. Bon, après, souvent, il y a quand même des grandes lignes, mais si on imagine qu'ils emmènent avec eux leur artefact, ça veut dire qu'ils le font sortir du roc. Donc c'est soit une arme formidable, soit peut-être leur primarque, hein, peut-on l'imaginer. Mais en tout cas, Abaddon dit aussi, oui, mais imaginons, justement, ils ne prennent pas le risque et ils laissent le roc au loin et ils attaquent en fait avec le reste de leur flotte. Et bien Vashtor dit, bah voilà, c'est formidable. Si c'est ce qui se passe, c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'on aura le roc qui sera indéfendu et on pourra aller directement l'attaquer. Et voilà, on en reste là avec cette histoire. La suite dans Ark of Omen sur les taux, et on va savoir un petit peu quelles sont les imbrications qu'il peut y avoir justement entre les taux et Vashtor par exemple. Maintenant, est-ce que là pour l'instant ce qu'on a vu c'est que c'était plutôt orienté les taux contre les orques, donc est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va être très loin, très dissocié, et qu'il n'y aura peut-être même aucune intervention de Vashtor ou bien d'Abaddon, ou alors au contraire, est-ce qu'il y aura des liens entre les deux? Difficile à dire, on le verra bientôt, en tout cas, très bientôt. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir vu cette vidéo. J'espère que toute cette série sur Ark of Omen, les Arches Fatidiques, vous a plu, et puis j'espère que la suite va se révéler vraiment très croustillante. Voilà, merci à vous. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Pensez à liker la chaîne, ça me fait aussi super plaisir. Pensez à me mettre un petit commentaire, parce que comme ça, on peut discuter, et ça me fait encore plus plaisir. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, encore une fois, n'oubliez pas un petit coup de Tipeee, ça me fait vivre, tout simplement. Merci à vous, et à bientôt sur Ark of Omen.